À 14h30, Ouagadougou s'est retrouvé plongé dans une obscurité brutale, comme si quelqu'un avait éteint le pays d'un seul geste, écrasant d'un coup toute impression de normalité. Quelques secondes plus tard, une explosion précise éventrait le quartier de Kossam, transformant le silence en onde de choc calculée qui frappait directement le cœur politique de la capitale. Comment lire une attaque qui vise Ibrahim Traoré tout en semblant avertir toute l'Afrique de l'Ouest, déjà éreintée par les crises et les coups de force successifs? Dans ce noir soudain, c'est bien plus qu'une résidence qui est ciblée, c'est la souveraineté d'un État qu'on met à l'épreuve devant des témoins invisibles. L'attaque de Ouagadougou n'a pas seulement fait vaciller une résidence présidentielle, elle a révélé un système de menaces capable de neutraliser un pays entier en quelques minutes. Dans les heures qui ont suivi, une question centrale s'est imposée. Comprendre ces mécanismes pour mieux anticiper les prochaines secousses. La promesse est claire. Offrir une lecture structurée de ce qui s'est produit, une compréhension opérationnelle, afin de saisir les risques réels qui pèsent désormais sur le Burkina Faso. Le pays se retrouve face à un faisceau d'enjeux imbriqués. Vulnérabilité numérique, pression géopolitique extérieure, fragilité institutionnelle et capacité de réaction militaire encore inégale. Chacun de ces éléments, isolément, représente un défi sérieux. Ensemble, ils forment un champ de bataille où la moindre faille peut être exploitée. Voici une question qui ouvre discrètement la réflexion. Ce décryptage, étape par étape, permettra de comprendre comment une opération brève a pu tester simultanément la sécurité, la souveraineté et la stabilité d'une nation entière. Deux éléments décisifs sont apparus dans les premières minutes de l'attaque. Une coupure électrique totale à 14h30, puis la désactivation de 40% des infrastructures de télécommunications en moins de 20 minutes. Ces deux chiffres, placés côte à côte, dessinent un schéma d'action synchronisé qui indique une opération hybride préparée bien avant le jour de l'explosion. Cette synchronisation a été le premier indice d'un plan conçu pour frapper simultanément les sens, les nerfs et les systèmes du Burkina Faso. L'obscurité soudaine a créé une brèche psychologique, puis la paralysie numérique a transformé cette brèche en faille stratégique. Le quartier de Kossam, où réside Ibrahim Traoré, s'est retrouvé au cœur de ce dispositif, une zone symbolique mais surtout un point névralgique où les signaux d'alerte auraient dû se croiser. Les témoins ont parlé de véhicules non identifiables surgissant au moment exact où les réseaux se taisaient. Ce timing n'était pas un hasard, il traduisait une chaîne causale pensée pour saturer les réponses possibles des forces de sécurité. En neutralisant les communications internes, les assaillants ont réduit la capacité des unités burkinabées à coordonner une riposte immédiate, créant un écart critique dans lequel l'explosion a pu s'inscrire. La découverte ultérieure de fragments de code cryptographique, proches de signatures déjà relevées dans des opérations militaires étrangères, a renforcé l'idée que l'attaque ne relevait pas d'une simple manœuvre interne. Elle s'inscrit dans un contexte géopolitique où le Burkina Faso, déjà fragilisé par les groupes armés locaux, devient une cible stratégique pour des acteurs extérieurs cherchant à remodeler l'équilibre du Sahel. Pour Ibrahim Traoré, cette séquence n'a pas seulement représenté un danger immédiat pour sa sécurité, elle a révélé une guerre menée dans l'ombre où les premières minutes d'un assaut peuvent décider de la trajectoire d'une nation entière. Comprendre cette chaîne d'événements est essentiel pour saisir la dynamique qui va désormais façonner la réponse du pays. L'onde de choc provoquée par l'attaque a immédiatement révélé des figures clés au sein des dispositifs de sécurité du Burkina Faso, notamment les unités d'élite chargées de la protection rapprochée et les analystes numériques mobilisés pour comprendre l'effondrement des communications. Leur première difficulté fut de distinguer le chaos réel des signaux manipulés par les assaillants, car la paralysie soudaine des réseaux créait un brouillard opérationnel qui ralentissait chaque décision critique. Des équipes présentes autour du quartier de Kossam ont rapporté que les premières minutes furent marquées par un manque total de visibilité, tant visuelle que numérique, ce qui a contraint les forces déployées à agir à l'aveugle dans un environnement potentiellement piégé. Cette situation a mis en lumière la fragilité des protocoles existants, révélant que la dépendance aux infrastructures numériques du pays
pouvait se retourner contre lui en cas d'attaque hybride. Une cellule de crise improvisée a tenté de reconstituer la chronologie, cherchant à comprendre comment une coupure électrique initiale avait pu entraîner une réaction en chaîne paralysant les capacités de défense. Ce travail, réalisé alors que la pression montait et que les rumeurs se répandaient, montrait que même une intervention rapide restait insuffisante face à une opération conçue pour saturer chaque couche du système sécuritaire. Ce premier impact n'était pas seulement technologique, il était psychologique, diplomatique et symbolique. La perception d'un État vulnérable, même temporairement, suffisait à tester la résilience de la population comme celle du gouvernement d'Ibrahim Traoré. En quelques minutes, l'attaque avait ouvert un champ d'incertitude qui allait influencer chaque décision à venir. Cela nous amène naturellement à comprendre pourquoi ces failles comptent réellement. L'attaque commence par un déclencheur simple et brutal, la rupture lumineuse de 14h30. La ville bascule instantanément, comme si un interrupteur géant avait inversé l'ordre naturel du jour. Cette obscurité n'est pas un hasard. Elle marque le début d'une séquence pensée pour déstabiliser l'État en moins d'une demi-heure. Les premières minutes voient les réseaux s'effondrer. Les communications internes se figent, les caméras cessent d'émettre, les forces de sécurité perdent simultanément leurs yeux et leurs oreilles. Ce chaos numérique n'est pas une conséquence. Il est le cœur de la stratégie. En 20 minutes, près de 40% de l'infrastructure télécom est hors service. L'effet est immédiat. Confusion, blocage, perte de repères. Dans ce vide informationnel, les véhicules non identifiés surgissent. Ils traversent Kozam à vive allure. Ils ne tirent pas, ne s'attardent pas. Leur rôle est différent. Créer du mouvement, faire croire à plusieurs foyers d'attaque, disperser l'attention. L'explosion arrive après ce balai. C'est le point de bascule, une onde mesurée. Un signal destiné autant aux forces burkinabées qu'aux observateurs extérieurs. Elle frappe une zone sensible, proche de la résidence où vit Ibrahim Traoré, rendant l'objectif immédiatement lisible pour ceux qui suivent la scène depuis l'ombre. La réponse militaire tente de se structurer, mais elle se heurte au système muet. Les unités sur le terrain manquent de coordination. Les ordres ne passent pas. Les protocoles habituels deviennent inopérants. Le temps s'étire au pire moment. Dans un assaut hybride, chaque seconde coûte plus qu'une minute. Les assaillants le savent. Leur objectif n'est pas de tenir le terrain. C'est de perturber, démontrer, tester. Le climax ne dure pas longtemps. L'explosion, la confusion, la paralysie numérique suffisent à atteindre le seuil critique. Les analystes découvriront plus tard les fragments de code cryptographique. Une signature proche de celle relevée dans des opérations militaires étrangères. Une anomalie trop précise pour être un accident. La thèse d'une intervention interne perd de sa solidité. L'événement prend une dimension extérieure, voire géopolitique. Puis vient la phase de rémanence. Le calme apparent revient, mais les infrastructures restent fragiles. Les banques enregistrent une chute de 85% des transactions. Le commerce ralentit. Les entreprises stoppent leurs opérations. Les rumeurs s'envolent. La population cherche un sens. Le gouvernement tente de parler, mais les données manquent encore. La brèche émotionnelle s'élargit. La brèche stratégique aussi. Dans les heures suivantes, la diplomatie s'enflamme. Les voisins observent. Les puissances extérieures commentent, certains insinuent, d'autres accusent. La scène internationale s'agite autour d'un pays encore sonné. Ibrahim Traoré doit réagir sous pression, alors même que la nation essaie de reconstituer la chronologie de ce qui vient de la frapper. Le Burkina Faso entre, malgré lui, dans une séquence où chaque geste comptera davantage que chaque mot, car la véritable attaque ne réside pas uniquement dans l'explosion. Elle se loge dans ce qu'elle déclenche. Doute, asymétrie, vulnérabilité dévoilée, incertitude prolongée. Ce fil d'événements, activation, saturation, révélation, redéfinit désormais l'ensemble du paysage sécuritaire du pays. Le point de départ est clair, 40% des infrastructures télécom neutralisées en 20 minutes. Un delta suffisamment large pour montrer qu'il ne s'agissait pas d'un simple effondrement technique. Ce pourcentage, lorsqu'il est replacé dans la capacité normale du réseau burkinabé, démontre une attaque pensée pour frapper plusieurs nœuds critiques en même temps. Cette simultanéité
révèle une préparation minutieuse visant à désarmer les communications stratégiques du pays. À partir de ce premier chiffre, la seconde anomalie se détache. 85% de chute des transactions bancaires dans les heures suivant l'attaque. Une baisse massive qui prouve que l'assaut ne visait pas seulement l'appareil sécuritaire, mais aussi la stabilité économique immédiate. L'amplitude de cette chute montre que les assaillants ont anticipé la panique financière et cherché à amplifier ses effets. Une telle paralysie, même brève, suffit à fragiliser durablement la confiance des acteurs économiques. Le troisième indicateur clé réside dans les 20 millions de dollars de pertes estimées dans les premières heures, un montant qui signale une attaque calibrée pour maximiser les dégâts tout en restant courte. Ce niveau de perte, concentré dans un laps de temps aussi réduit, dévoile une stratégie visant à frapper les secteurs les plus sensibles sans lancer une opération longue. Chaque minute de l'assaut était conçue pour multiplier les impacts. Ces trois mesures ne constituent pas seulement des données isolées. Elles dessinent un modèle d'infiltration hybride combinant terrain, numérique et psychologique. Les failles observées dans le système de communication montrent que les assaillants connaissaient parfaitement les délais de réaction des unités burkinabées. Le brouillage massif a neutralisé les ordres internes, provoquant un décalage entre perception du danger et capacité réelle à y répondre. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres traduisent un message. L'attaque n'était pas un coup improvisé, mais une épreuve de résistance orchestrée par des acteurs capables de manipuler simultanément infrastructures physiques et vecteurs numériques. La synchronisation entre blackout électrique, saturation des réseaux et pression économique rapide révèle une intention de tester la profondeur des défenses nationales. Ce schéma quantifié permet aussi de comprendre comment la panique s'est propagée dans la population. Lorsque les communications tombent, que les transactions s'effondrent et que les entreprises cessent d'opérer, un pays entre dans une zone grise où chaque rumeur gagne en poids. Cette zone grise est l'espace privilégié des opérations hybrides où l'objectif n'est pas d'occuper un territoire, mais de fragiliser un État. Ainsi, le delta entre les niveaux de fonctionnement habituels et ceux observés après l'attaque expose une vulnérabilité structurelle. Ces données, replacées dans la chronologie de l'assaut, deviennent un instrument de lecture essentiel pour anticiper les menaces futures et préparer une réponse proportionnée. Deux lectures dominantes se sont imposées après l'attaque de Ouagadougou, chacune portée par des arguments solides qu'il faut examiner sans biais. La première hypothèse soutient que l'assaut proviendrait d'acteurs internes, profitant d'un contexte politique chargé et de tensions déjà vives entre différentes factions du pays. Les partisans de cette lecture rappellent que le Burkina Faso traverse une période d'instabilité, marquée par la présence persistante de groupes armés locaux, de rivalités institutionnelles et d'une économie fragilisée. Selon eux, un groupe interne aurait pu exploiter la confusion et la vulnérabilité du moment pour tenter de renverser les équilibres en place. La seconde hypothèse repose sur un faisceau d'indices techniques et stratégiques qui orientent vers une opération extérieure. Les fragments de code cryptographique retrouvés sur les lieux, proches de signatures déjà observées dans des opérations militaires étrangères, forment un premier pilier de cette thèse. Les brouillages synchronisés, la coupure électrique initiale, puis la paralysie rapide des réseaux de communication ressemblent davantage à une manœuvre conduite par des acteurs disposant de capacités numériques avancées. Cette sophistication suggère une opération hybride menée pour tester les défenses du pays et non pour s'emparer directement du pouvoir. En adoptant la logique du Stillman, il faut reconnaître que les deux scénarios possèdent une cohérence interne. Les tensions locales sont réelles et pourraient générer des initiatives violentes. Toutefois, la nature technique de l'assaut dépasse largement les capacités ordinaires de groupes internes, même structurés. L'intervention de véhicules non identifiables, la précision du déclenchement et l'usage de technologies avancées pointent vers une entité disposant de ressources bien plus vastes. Pour Ibrahim Traoré, cette dualité d'interprétation n'est pas un simple débat analytique. Elle conditionne la manière dont le pays devra organiser sa défense, reconstruire sa confiance interne et anticiper les pressions géopolitiques extérieures. La mise en tension entre ces deux hypothèses éclaire surtout une réalité plus large.
Le Burkina Faso évolue désormais dans un espace où les frontières entre menaces internes et influences étrangères deviennent de plus en plus poreuses. Un détail change tout. Au milieu du chaos, les analystes ont relevé une anomalie passée inaperçue lors des premières heures. Le brouillage n'avait pas touché toutes les zones de la capitale, mais seulement un arc précis entourant Kossam, comme si l'attaque cherchait davantage à isoler qu'à paralyser l'ensemble du pays. Cette sélectivité remet en question la nature même de l'opération, car elle révèle une cartographie fine des points sensibles du dispositif de sécurité burkinabé. Les forces dépêchées sur le terrain ont constaté que les caméras situées à l'extérieur de ce périmètre continuaient d'enregistrer, tandis que celles proches de la résidence d'Ibrahim Traoré s'éteignaient simultanément, sans défaillance progressive. Ce comportement technique, trop propre pour être le fruit du hasard, suggère une intention stratégique: séparer le noyau décisionnel du reste de la ville. Cette révélation modifie la compréhension globale de l'assaut. L'objectif n'était peut-être pas de semer le chaos général, mais de tester la capacité du gouvernement à fonctionner sous isolement, comme si quelqu'un voulait mesurer la réaction d'un État placé dans une bulle de rupture. De tous les indices relevés depuis le début, celui-ci est le plus déstabilisant, car il redéfinit ce que l'attaque cherchait réellement à provoquer. Les répercussions de l'attaque se sont rapidement étendues, bien au-delà de l'explosion et de la coupure électrique initiale. Elles ont touché 4 sphères essentielles: la population, l'économie, l'appareil d'État et la position géopolitique du Burkina Faso. Chacune a subi une onde distincte, mais toutes convergent vers la même conclusion. L'assaut visait à fragiliser simultanément plusieurs piliers de la souveraineté nationale. La population a été la première à ressentir l'impact psychologique. L'obscurité soudaine, suivie de l'effondrement des communications, a créé un sentiment d'abandon immédiat. Les rumeurs ont circulé plus vite que les informations officielles, profitant du vide numérique pour amplifier la peur. Dans certains quartiers, les habitants se sont regroupés en silence, incapables de distinguer une attaque ciblée d'une menace plus large. La question de savoir si le gouvernement pouvait encore protéger son peuple s'est installée comme un fil invisible. Cette fragilité émotionnelle a marqué le début d'une méfiance diffuse. Les entreprises ont été frappées par l'arrêt brutal des transactions bancaires et la paralysie numérique. La chute de 85% des opérations financières a figé les activités commerciales, forçant de nombreuses structures à suspendre production, distribution et paiement. L'interruption des réseaux a également empêché les entreprises d'évaluer l'ampleur du choc, ce qui a accentué l'incertitude des investisseurs. Certains partenaires étrangers ont immédiatement gelé des opérations en cours, craignant une répétition ou une escalade. Ce ralentissement a révélé la dépendance forte du tissu économique aux infrastructures numériques, pourtant trop vulnérables pour résister à un assaut hybride de cette nature. L'appareil étatique a subi une pression exceptionnelle. La paralysie des communications internes a empêché les forces de sécurité de coordonner une réponse rapide, créant un décalage dangereux entre perception du danger et action réelle. Les cellules de crise ont dû reconstruire les événements presque à l'aveugle, alors que les systèmes de surveillance restaient muets autour du périmètre ciblé. La résidence d'Ibrahim Traoré, isolée par un brouillage sélectif, est devenue le symbole d'une faille stratégique que l'État n'avait pas anticipée. Cette vulnérabilité a souligné la nécessité d'une refonte profonde des mécanismes de coordination et de défense numérique. La région du Sahel a réagi avec une attention mêlée de crainte. Les voisins ont observé l'attaque comme un signal que les opérations hybrides pouvaient désormais cibler n'importe quel acteur politique. L'hypothèse d'une implication extérieure, renforcée par les fragments de code cryptographique, a polarisé les discussions diplomatiques. Certains États y ont vu une tentative de remodeler les équilibres régionaux, tandis que d'autres ont préféré garder le silence pour ne pas attiser de nouveaux conflits. Le Burkina Faso se retrouve au centre d'un débat géopolitique où chaque position peut redéfinir ses alliances. En réunissant ces 4 dynamiques, on comprend que l'attaque n'a pas seulement ébranlé un gouvernement, elle a exposé une architecture complète de vulnérabilités qui devront désormais être traitées l'une après l'autre, sous peine de laisser la brèche s'élargir. 3 trajectoires se dessinent désormais pour les mois à venir, chacune reposant sur les mêmes données, mais conduisant à des configurations très différentes pour le Burkina Faso. Elles ne prédisent pas l'avenir,
Elle trace les lignes de force qui pourraient orienter les 6 à 12 prochains mois. Le gouvernement parvient à restaurer progressivement les communications, à consolider les réseaux de surveillance et à rassurer les citoyens. Les services bancaires reviennent à leur capacité normale, même si la confiance met du temps à se rétablir. Les forces de sécurité renforcent leurs protocoles d'urgence et ouvrent une coopération régionale limitée, surtout avec les pays du Sahel, confrontés au même type de menaces hybrides. Ce scénario permet au pays de respirer, mais ne réduit pas entièrement les risques d'ingérence extérieure. La pression reste constante et les institutions doivent éviter tout faux pas qui pourrait recréer un vide stratégique. L'attaque devient un déclencheur de réformes profondes. Les vulnérabilités exposées servent de carte des priorités pour moderniser la cybersécurité, restructurer les chaînes de commandement et réduire la dépendance aux infrastructures les plus fragiles. Une coopération renforcée avec le Mali et le Niger crée un bloc de sécurité régional plus cohérent. Sur le plan intérieur, la transparence accrue améliore le lien entre institutions et population. Si cette trajectoire se concrétise, Ibrahim Traoré pourrait transformer l'épreuve en levier politique, montrant qu'un choc extérieur peut devenir une opportunité de consolidation. Les failles révélées par l'attaque persistent, la confiance s'érode davantage. Les groupes hostiles exploitent le doute public, tandis que des acteurs extérieurs accentuent leur pression pour influencer les décisions nationales. Les partenaires économiques réduisent leur engagement, créant un cycle de fragilité qui alimente les tensions internes. Sans réponse coordonnée, l'État risque d'entrer dans une zone instable où chaque crise amplifie la suivante, rendant de plus en plus difficile le rétablissement de l'autorité institutionnelle. Face à ces trois chemins, une seule certitude demeure. Le Burkina Faso devra raisonner non pas en termes de certitude, mais en termes de conditions. Si une faille persiste, elle sera exploitée. Si une réforme réussit, elle deviendra un rempart. L'attaque d'Ouagadougou dépasse largement le cadre d'un événement national. Elle renvoie chacun à la fragilité des systèmes qui structurent nos vies quotidiennes. Pour de nombreux Burkinabés, ce choc rappelle que l'accès à la lumière, aux communications ou aux informations n'est jamais acquis. Les habitants des quartiers touchés ont vécu l'instant où tout peut basculer, révélant la valeur d'une stabilité qu'on ne perçoit souvent qu'au moment où elle se fissure. Dans la diaspora, cette attaque a résonné comme un signal d'alarme. Beaucoup ont vu dans cet événement une illustration brutale de la manière dont les opérations hybrides peuvent viser une nation en profitant de ses vulnérabilités numériques. Cette inquiétude a ravivé un sentiment de responsabilité collective envers le pays, non pas par nostalgie, mais par conscience que le destin d'un État peut dépendre de l'attention que lui porte sa communauté extérieure. Pour les acteurs économiques, l'épisode souligne l'importance d'une résilience accrue. Les entreprises ont saisi à quel point une seule faille peut interrompre des flux essentiels et provoquer des pertes immédiates. Elles savent désormais que l'enjeu n'est pas uniquement la sécurité physique, mais aussi la capacité à maintenir un fonctionnement opérationnel malgré des chocs inattendus. Ces trois perspectives forment un ensemble qui dépasse le contexte strictement politique. Elles montrent qu'un pays n'affronte jamais une crise seul. Chaque citoyen, chaque partenaire, chaque observateur devient partie prenante de cette équation complexe. Pour le gouvernement d'Ibrahim Traoré, cette prise de conscience constitue une ressource cruciale, car la solidité d'un État repose autant sur la cohésion de son peuple que sur la robustesse de ses systèmes. Pour sortir durablement de la zone de vulnérabilité révélée par l'attaque, le Burkina Faso doit s'appuyer sur une feuille de route précise, centrée sur des objectifs mesurables et des responsabilités clairement attribuées. Cette démarche n'a pas vocation à tout résoudre immédiatement, mais à structurer les premières fondations d'une réponse cohérente face aux menaces hybrides. Les équipes techniques du gouvernement doivent établir une cartographie complète des points faibles du réseau, puis créer des unités capables de surveiller les anomalies en continu. Ce travail doit être engagé dès les premières semaines et évalué par des audits mensuels, mesurant la rapidité de détection et la capacité de réaction. Les forces de sécurité ont besoin d'un protocole qui reste fonctionnel même en cas de blackout. Les responsables militaires doivent définir une structure alternative fondée sur des canaux de communication indépendants.
L'efficacité de cette mesure pourra être vérifiée grâce à des simulations trimestrielles reproduisant des conditions de crise. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré doit lancer une communication régulière, structurée, expliquant chaque étape des mesures engagées. Des points d'information hebdomadaires permettront de réduire l'espace laissé aux rumeurs et d'améliorer la perception citoyenne de la sécurité. Les États voisins doivent être intégrés dans un mécanisme d'échange rapide d'alerte. La réussite de cette initiative se mesurera par le délai de transmission des signaux critiques entre les pays du Sahel. Les institutions financières, les services énergétiques et les opérateurs télécoms doivent renforcer leurs protocoles internes. Chaque secteur peut tester sa résilience à travers des exercices bimestriels évaluant la continuité opérationnelle. Cette trajectoire ne garantit pas l'absence de nouveaux chocs, mais elle offre au pays une architecture solide pour affronter les crises futures. L'image des premières minutes de l'attaque, celle où les forces autour de Kossam avançaient presque à l'aveugle, reste gravée comme un rappel puissant de la fragilité d'un État pris dans un brouillard imposé. Cette scène, évoquée dans les premiers témoignages et disséquée dans les cellules de crise, constitue aujourd'hui un motif central, celui d'une nation contrainte de progresser malgré l'incertitude. Dans cette obscurité imposée, les équipes sur le terrain ont continué d'agir, de chercher des repères, de tenir leur position, montrant que même sans visibilité, un pays peut refuser la paralysie. La trajectoire qui attend le Burkina Faso exige la même endurance. Ce n'est pas seulement une affaire d'infrastructure ou de cybersécurité. C'est une question de cohésion, de volonté et de confiance retrouvée. Ibrahim Traoré se trouve au carrefour de cette dynamique, non comme un symbole isolé, mais comme un point d'appui autour duquel une nation réévalue ses forces. La scène de Kossam, avec son silence coupé par une explosion, rappelle une vérité simple. Les nations respirent dans leurs moments les plus sombres. Si le pays parvient à transformer cette fracture en énergie collective, alors l'ombre du 14h30 deviendra peut-être un jour le début d'une reconstruction plus solide. L'attaque d'Ouagadougou a révélé des failles, mais elle a aussi mis en lumière la capacité d'un peuple à rester debout face à l'incertitude. Les chocs qui ont traversé la capitale ne définissent pas le Burkina Faso. Ils rappellent seulement les défis auxquels il doit répondre avec lucidité et unité. Les citoyens, les acteurs économiques, les partenaires régionaux, chacun détient une part du chemin à parcourir pour renforcer la souveraineté du pays et éviter que de telles secousses ne prennent racine. Les nations qui affrontent des crises hybrides découvrent souvent que leur véritable pouvoir ne réside pas uniquement dans leurs institutions, mais dans la cohésion silencieuse de ceux qui refusent la résignation. Le Burkina Faso, à ce moment critique, possède encore cette ressource rare. La question n'est plus de savoir si la menace reviendra, mais comment une société entière peut préparer ses défenses, protéger son autonomie et affirmer sa place dans un environnement mouvant. Et vous, que pensez-vous que chaque citoyen peut faire pour renforcer cette résilience collective ?